Imaginons, vous êtes en train de visiter Paris, c'est une belle journée ensoleillée, vous êtes accompagné d'une charmante demoiselle et vous tombez devant l'Opéra Garnier. Vous prenez quelques clichés parce que le bâtiment est particulièrement somptueux et vous continuez votre visite. Et là, soudain, c'est le drame, vous tombez sur l'Opéra Bastille. Et il y a quelque chose qui coince parce que vous trouvez ce bâtiment moche. Et vous n'êtes pas le seul à le penser parce que beaucoup considèrent que les édifices qui ont été construits après la Seconde Guerre mondiale ne sont pas beaux. C'est-à-dire que l'esthétique n'est plus présente et surtout il y a une logique seulement fonctionnaliste. C'est-à-dire que désormais le but des bâtiments c'est tout simplement de remplir leur fonction au détriment de l'aspect esthétique. Et ça, on ne le retrouve pas seulement avec les édifices eux-mêmes, mais on peut également parler du mobilier urbain, comme les fontaines, les barrières, etc., parce que ces dernières sont minimalistes. Elles sont là seulement pour remplir leur fonction. Je vais essayer de répondre à une question dans cette vidéo. Pourquoi aujourd'hui nos villes sont moches? Tout d'abord, il faut noter que chaque pays a sa propre identité. Lorsque vous allez visiter Paris, vous n'allez pas trouver le même style architectural que par exemple à Venise, Londres ou Milan. Ça va être bien différent. Pourquoi? Parce qu'on a des histoires différentes, des cultures différentes, des valeurs différentes et on peut avoir aussi des religions différentes. Et tout ceci, ça va faire qu'il y a des styles qui vont être extrêmement différents en fonction de là où on se trouve. Néanmoins, même s'il y a une pluralité de styles au niveau de l'architecture, il n'en demeure pas moins qu'on peut par exemple trouver l'Empire State Building comme étant un bel édifice au même titre que des bâtiments traditionnels japonais, notamment dans la ville de Kyoto. Mais en réalité, même si l'Empire State Building est très éloigné du pavillon d'or, il y a quand même des dénominateurs communs dans les styles architecturaux que l'on considère comme plutôt esthétiques ou que l'on peut considérer tout simplement comme beaux. Tout d'abord, il y a une logique de bonne proportion avec une symétrie. Ce sont des bâtiments aussi avec des détails chargés et des ornements qui sont omniprésents, notamment sur les façades. Il y a également, dans la logique de la construction, l'usage de matériaux qui sont considérés comme nobles. Dans la plupart des bâtiments que l'on peut voir à Paris, à Londres, à New York ou ailleurs, il y a également une dimension symbolique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un aspect purement fonctionnel. Et enfin, il y a l'intégration de ce bâtiment dans le reste de l'espace public, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une harmonie générale. Prenons un exemple simple, le centre Pompidou dans Paris. On voit qu'il ne coche pas la plupart des caractéristiques que j'ai mentionnées précédemment. Il y a une logique de chaos, il n'y a pas d'ornement à proprement parler et surtout ça dénote avec le reste de la ville de Paris, notamment avec le style haussmannien. Attention, ça ne veut pas dire que tous les bâtiments qui ont été faits après la Seconde Guerre mondiale sont absolument dégueulasses et certaines personnes peuvent les apprécier. Mais il y a quand même une sorte de discours global qui vise à souligner le fait que, en effet, désormais, on n'est plus capable ou du moins on n'a plus envie de faire des bâtiments considérés comme beaux. Du moins, il y a plusieurs styles qui font presque l'unanimité et qui sont très appréciés. Par exemple, le gothique, la Renaissance, le baroque, le néoclassique ou même encore l'art déco. Tous ces styles sont extrêmement différents avec leurs propres caractéristiques, mais il y a quand même les dénominateurs communs que j'ai mentionnés précédemment. Autrefois, lorsque l'on construisait un bâtiment, on savait que ça allait prendre beaucoup de temps, ça allait demander beaucoup d'énergie, mais également des ressources. En fait, lorsque l'on décidait de construire un édifice en particulier, on voulait montrer la puissance de l'État. Par exemple, lorsque l'on a construit le château de Versailles, c'était pas seulement pour les beaux yeux de Louis XIV. On voulait montrer également la puissance du royaume de France. Pareil pour Notre-Dame de Paris. L'objectif, c'était pas seulement de créer un lieu de culte où les gens puissent aller prier, puissent aller exercer leur foi. Non, il fallait montrer que la France était la fille aînée de l'Église. Et surtout, ces différents édifices religieux, c'était un moyen de montrer le fait que l'on adorait Dieu. Plus on construisait des édifices religieux grandioses,
plus ça démontrait le fait que l'on aimait Dieu, on aimait notre foi et on en était fier. Et là encore, vu que la religion était très imbriquée avec l'État, c'était aussi une démonstration de force, une démonstration de puissance par le biais de l'architecture. Parce que quand on allait recevoir des émissaires, des diplomates qui venaient de pays étrangers et de pays parfois hostiles, il fallait montrer qu'on était les plus puissants, les plus victorieux. Et pour le montrer, eh bien, c'est par le biais des édifices. C'était un moyen de montrer sa richesse et sa puissance à la fois diplomatique, économique, mais aussi militaire. Mais pourquoi il y a eu un déclin? Et surtout à partir de quand? En réalité, le véritable déclin au niveau du style architectural, il a commencé à partir de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des changements de paradigme assez importants. Tout d'abord, c'est le fait que l'Europe était en ruine, il fallait reconstruire la plupart des grandes villes qui ont été profondément marquées par la guerre, par les bombardements, et surtout, il fallait aller vite, parce qu'en parallèle, il y a eu le baby-boom et une explosion de la population. Et donc, vu qu'il y avait beaucoup plus de monde dans les villes et qu'il fallait loger de plus en plus de personnes, il y a eu une logique de standardisation. Il fallait aller vite, moins miser sur des matériaux nobles et construire en série, à la va-vite. Il y a eu également dans les sociétés occidentales le développement d'une philosophie relativiste où on considère que tout vaut tout et une volonté de faire table rase du passé. Il y a eu des erreurs dans le passé qui ont justement amené à la Seconde Guerre mondiale et il fallait construire une société nouvelle et pour montrer à quel point on était dans cette volonté de construire une société nouvelle, il fallait de nouveaux édifices avec un style très différent. De plus, à partir des années 80, 90 et surtout 2000, on est rentré dans l'ère du village global, de la globalisation, avec donc en parallèle une perte des identités nationales, mais aussi des identités régionales, avec donc une forme d'acculturation, ce que dénonçait d'ailleurs Pier Paolo Pasolini dans son ouvrage Les écrits corsaires. Pasolini, il expliquait bien que le fascisme avait échoué dans cette volonté d'uniformisation, alors qu'en réalité, l'ère de la mondialisation, de la globalisation, allait justement consacrer cette uniformisation qui était pourtant souhaitée par les régimes autoritaires ou fascistes. Et donc, cette uniformisation, elle va de pair avec la standardisation, d'autant plus qu'en parallèle, les standards ont aussi baissé d'un point de vue de la population, c'est-à-dire que la population n'avait plus spécifiquement envie de voir de beaux édifices et voulait seulement un aspect fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils pensaient juste à leur propre jouissance, à une forme de confort et de matérialisme. Ils étaient plus intéressés par des grandes idées qui les dépassent, notamment d'un point de vue spirituel, et qui pourtant avaient poussé à la création d'édifices religieux grandioses. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le développement de nouveaux styles d'un point de vue de l'architecture. Et à partir des années 50, on a vu par exemple l'apparition du brutalisme, qui se distingue par l'utilisation de béton, des bâtiments particulièrement massifs, imposants, et surtout une absence totale d'ornement et de détails. Cet intérêt pour le brutalisme après la Seconde Guerre mondiale est parfaitement illustré dans le film qui est actuellement au cinéma et qui s'intitule The Brutalist, où en fait on suit les aventures d'un juif hongrois rescapé de Auschwitz qui va s'installer aux États-Unis pour justement devenir architecte. Et il n'y a pas que le brutalisme, on peut également citer l'architecture postmoderne utilitaire ou bien le déconstructivisme. Mais il y a un auteur qui avait vu tout cela venir. Il s'agit d'Oswald Spengler dans son ouvrage Le déclin de l'Occident, paru en 1922. Pour Spengler, une civilisation, c'est comme un organisme biologique, c'est-à-dire qu'une civilisation va naître, va se développer, va atteindre son apogée, puis va finir par connaître un certain déclin pour au final mourir. En réalité, il compare ça avec les saisons de l'année. Et pour lui, l'Occident est rentré dans sa phase de déclin, ce qui correspond à l'hiver, à partir du XXe siècle. Parce que le problème, c'est que pour Spengler, la culture de l'Occident est faustienne, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette recherche de développement, de toujours se surpasser, de toujours aller plus loin, comme si c'était une sorte de pacte avec le diable. C'est-à-dire on veut toujours plus se développer au détriment de notre propre santé civilisationnelle. Et Spengler est particulièrement pessimiste, c'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas revenir en arrière. À partir du moment où il y a eu un déclin, il y aura forcément une mort de la civilisation.
et une autre civilisation va renaître de nos propres cendres. Mais alors, c'est bien beau de déplorer le déclin de l'Occident, mais concrètement, comment cela se manifeste? Eh bien, pour Spengler, il y avait plusieurs indices qui étaient clairement visibles. Tout d'abord, c'est la perte d'une créativité que l'on pourrait considérer comme spirituelle, c'est-à-dire le fait de créer des œuvres d'art, de beaux édifices, par le biais de la religion. C'est-à-dire que la religion, notre croyance, est une sorte de moteur qui nous dépasse et à partir de là, on va vouloir créer des édifices qui vont nous dépasser en tant qu'individus, qui seront là quand nous, on ne sera que de la poussière. Et justement, pourquoi on les fait? Parce que c'est notre volonté de montrer que l'on aime Dieu, que l'on croit en quelque chose de supérieur à nous. Ensuite, pour lui, il y avait également à partir du XXe siècle la montée du matérialisme, c'est-à-dire que les Occidentaux étaient dans la recherche d'accumulation de richesses, de confort, de jouissance, ce qui d'ailleurs correspond à ce que j'ai mentionné précédemment, c'est-à-dire la perte du spirituel. Et pour Spengler, il y avait également une urbanisation déshumanisante par le biais des mégalopoles, dont New York était le meilleur exemple, c'est-à-dire des grandes villes où on vit entassé, loin de la nature, loin de nos traditions régionales, loin de nos traditions nationales, parce qu'en plus ces grandes villes sont ouvertes sur le reste du monde, et tout ça participe selon lui au déclin de l'Occident. Et ce qui est très intéressant dans ce que souligne Spengler, c'est l'aspect du matérialisme, de la société de consommation. Parce que, par exemple, si vous prenez votre bagnole et que vous quittez une ville française pour vous rendre dans un village, vous allez arriver ou vous allez passer par des centres périurbains. Et là, c'est tout simplement l'horreur. C'est la France moche. En fait, ce sont des grandes avenues où on peut à la fois retrouver des McDonald's, il y a aussi des concessionnaires automobiles ou des grands magasins de meubles comme par exemple Ikea, But ou que sais-je encore. Et le problème aussi, c'est le manque d'harmonie. Si vous allez par exemple aux Champs-Élysées, les bâtiments dans les Champs-Élysées sont particulièrement esthétiques, mais par contre, vous retrouvez de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver un fast-food quick à côté d'une boutique Cartier. C'est un mélange des genres que l'on peut considérer comme bâtard et qui est l'incarnation la plus suprême de la globalisation. Et au-delà de l'esthétique des bâtiments, on peut également parler d'un recul des couleurs vives. Il y a moins de couleurs vives dans les espaces publics, dans les produits de consommation, voire même dans les films au cinéma. En fait, aujourd'hui, les couleurs qui dominent le plus, c'est le blanc, le noir, ou bien le gris. David Batchelor, qui est un artiste écossais, parle même de chromophobie, c'est-à-dire de peur des couleurs vives. Et le fait que les bâtiments soient horribles dans les villes, ça asservit d'autant plus ceux qui y habitent, c'est-à-dire qui sont vus simplement comme des consommateurs ou des travailleurs. Il n'y a plus une volonté d'élever leur âme. Et c'est pour cette raison que lorsque l'on lit un ouvrage dystopique, comme par exemple 1984, il y a systématiquement des bâtiments qui ne peuvent pas être considérés comme esthétiques, des bâtiments qui sont froids, avec une architecture brutaliste, parce que ça écrase l'individu. Et le meilleur exemple, c'est la Défense à Paris, qui est un quartier d'affaires seulement fait pour travailler, pour être dans une logique de rendement, de production, et à côté de cela, les bâtiments sont juste ignobles, parce que le but, c'est simplement de travailler. Il n'y a pas de place pour le reste. Mais alors, est-ce qu'il faut penser comme Spengler et dire tout est fini, les bâtiments sont voués à être moches et il faut l'accepter? Eh bien non. Par exemple, il y a une volonté politique. Donald Trump a décidé, au cours de son second mandat, de signer un décret qui vise à créer des bâtiments fédéraux avec des normes architecturales proches du néoclassicisme. Pourquoi? Parce que Donald Trump a compris que c'était aussi un moyen de démontrer sa puissance. En fait, ça demande juste une volonté, à la fois une volonté politique, et il faut aussi que le peuple soit dans cette demande de voir des bâtiments que l'on peut considérer comme esthétiques. S'il n'y a pas les deux, ça restera tel quel. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.